Imaginez un avion prêt à décoller, une cabine de première classe figée dans le silence, et un capitaine convaincu d'être intouchable. Un simple passager, vêtu sans apparat, devient soudain la cible d'un abus d'autorité. Ce que personne ne sait encore, c'est que cet homme détient le pouvoir de faire tomber une carrière bâtie sur 20 ans, en quelques minutes seulement. Le vol 492 ne racontera pas un crash spectaculaire. Il racontera quelque chose de bien plus dangereux, l'arrogance, les préjugés et l'illusion du pouvoir. Car ce jour-là, à 10 000 mètres d'altitude, ce n'est pas l'avion qui était en danger. Index revers pointant vers la droite blanc, c'était l'homme aux commandes. Installez-vous, attachez votre ceinture. Car cette histoire vraie rappelle une vérité brutale. Dans les airs comme sur terre, l'autorité sans humanité mène toujours à la chute. Le silence dans la cabine de première classe du vol 492 était pesant, seulement troublé par le bourdonnement de l'unité auxiliaire de puissance et le cliquetis frénétique de dizaines de smartphones enregistrant la scène. Le capitaine Richard Sterling, fort de 20 années d'expérience et animé d'un ego démesuré, se tenait au-dessus du siège 1, affichant un profond mépris envers l'homme vêtu d'un sweat à capuche qu'il venait de juger indigne de voyager parmi ses passagers privilégiés. Persuadé d'exercer son autorité, Sterling ignorait qu'il faisait face à un haut responsable de l'administration fédérale de l'aviation américaine, l'homme même qui détenait un pouvoir direct sur sa licence. À l'aéroport JFK, sous une pluie incessante, le retard s'accumulait tandis que Sterling, pilote issu d'une longue lignée aéronautique, dirigeait son cockpit comme un royaume, exigeant une perfection absolue. L'arrivée tardive du passager du siège 1, Marcus A., acheteur de dernière minute payé en espèces, éveilla immédiatement les soupçons du capitaine. Son apparence simple contrastait avec l'image luxueuse de la cabine, ce qui provoqua chez Sterling une réaction excessive, nourrie par des préjugés et un besoin obsessionnel de contrôle. Malgré la validation du billet et du statut du passager par l'équipage, le capitaine insista pour remettre en cause sa légitimité, allant jusqu'à interrompre le départ de l'avion. Ce que Sterling ignorait, c'est que Marcus ait effectué une inspection discrète et non annoncée pour le compte de la FAA, dans le cadre d'un audit ciblant précisément les comportements abusifs signalés sur cette ligne. Lorsque le capitaine, dépassant les limites du professionnalisme, tenta de forcer Marcus à quitter son siège sous prétexte de préserver le confort des passagers importants, celui-ci resta calme et déterminé, refusant toute intimidation. Convaincu de son autorité, Sterling fit appel aux forces de sécurité pour faire retirer le passager, sans se douter que cette décision précipiterait sa propre chute. Tandis que la police de l'autorité portuaire approchait de l'appareil, Marcus consignait méthodiquement chaque minute et chaque abus dans son carnet, conscient que ce moment marquerait la fin de la carrière du capitaine, non dans le fracas, mais sous le poids des règles et de la responsabilité. Dans le cockpit, devant le panneau d'avionique, le capitaine Richard Sterling affichait une assurance calme et autoritaire, convaincu d'être le héros de la situation. Il se tourna vers son copilote, Timothy, et lui lança avec suffisance que c'était ainsi qu'on maintenait l'intégrité d'un avion, on ne laissait pas les problèmes s'installer. Timothy, lui, ne souriait pas. Les yeux rivés sur les instruments moteurs, il sentait son estomac se nouer. Il osa demander si le passager avait réellement proféré une menace. Richard répondit sèchement que toute insubordination constituait un danger pour la sécurité. Peu après, la porte de la cabine s'ouvrit, deux agents de sécurité, imposants et sérieux, entrèrent. Le sergent Miller demanda où se situait le problème. Richard désigna le siège 1A, affirmant que le passager avait refusé d'obéir à un ordre et représentait une menace. L'homme concerné, Marcus A., était resté parfaitement calme, les mains posées sur ses genoux. Lorsque le sergent lui demanda de quitter l'appareil, Marcus se leva lentement, plus grand que tous ceux qui l'entouraient, et accepta de coopérer, précisant qu'il ne voulait pas retarder davantage les autres passagers. Avant de partir, il posa calmement une carte de visite sur le siège, avertissant le capitaine qu'il en aurait besoin. Escorté hors de l'avion sous le regard silencieux des passagers, Marcus resta digne, saluant même un sénateur présent à bord. Une fois dehors, il demanda simplement à passer un appel. De retour dans l'appareil, Richard se félicita de sa décision et annonça le départ imminent, offrant même du champagne en première classe. Pourtant, l'atmosphère était lourde. Peu après, alors que l'avion repoussait de la porte, la tour de contrôle ordonna soudainement l'arrêt des moteurs et le retour immédiat au terminal. Richard protesta, furieux, mais dut obéir. Une fois de retour à la porte, Timothy révéla enfin ce qui était écrit sur la carte laissée par le passager. Marcus a été directeur des opérations et de la conformité à la Fédérale Aviation Administration.
Avant que Richard ne puisse réagir, la porte du cockpit s'ouvrit de l'extérieur. Marcus entra, badge fédéral visible, accompagné de responsables de l'aéroport. D'une voix calme et officielle, il annonça que l'appareil était immobilisé et que la licence du capitaine était suspendue dans le cadre d'une enquête d'urgence. Richard, abasourdi, comprit trop tard la gravité de son erreur. Marcus expliqua qu'il était monté à bord pour vérifier si la compagnie respectait encore les principes de sécurité et de respect, et conclut simplement que le capitaine avait échoué. Escorté à son tour hors de l'avion, Richard traversa la cabine sous les regards des passagers, dépouillé de toute autorité. Quelques jours plus tard, dans une salle d'attente au siège de la compagnie, il apprit officiellement la fin de sa carrière, licenciement pour faute grave, discrimination et abus d'autorité. Face aux dirigeants et aux avocats, il n'y eut ni négociation ni retour en arrière. L'homme qui se croyait maître du ciel venait de comprendre que le pouvoir sans discernement mène toujours à la chute. La voix de Marcus, calme et posée, remplissait la salle tandis qu'il ouvrait son dossier. La FAA avait terminé son examen préliminaire de l'incident, analysant l'enregistreur vocal du cockpit et l'audio de la cabine. Richard tenta de contester l'utilisation de ces éléments, invoquant les règles de confidentialité, mais Marcus précisa qu'il ne s'agissait pas de sanctions disciplinaires internes, mais d'un ordre d'urgence entraînant la révocation immédiate de ses licences de pilote. Le document officiel du département des transports confirmait la perte définitive de son brevet de transport aérien ainsi qu'un signalement médical pour évaluation psychiatrique, jugé incompatible avec la sécurité des vols. Richard comprit alors que ce n'était pas une simple suspension, sa carrière était terminée, et il devrait tout recommencer s'il voulait un jour revoler. Il murmura que sa vie était détruite pour un simple incident, mais Marcus répondit qu'il s'agissait avant tout de protéger l'espace aérien national. L'enregistrement révélait des propos déplacés et un abus d'autorité, et surtout une enquête approfondie montrait qu'en 5 ans, Richard avait fait débarquer 12 passagers de première classe partageant tous un même profil minoritaire, ce qui constituait une violation grave des lois fédérales sur les droits civiques. Le ministère de la Justice était désormais saisi. La réunion se termina dans un silence lourd, la compagnie l'excluait définitivement, le syndicat se retirait, et la sécurité l'escortait hors des lieux. Convaincu de pouvoir retourner l'opinion publique, Richard tenta de contacter les médias pour se présenter en victime, mais l'Internet l'avait devancé. Une vidéo filmée par une passagère, devenue virale sur les réseaux sociaux, montrait clairement la scène et ses paroles, déclenchant une vague d'indignation. Les poursuites judiciaires s'accumulèrent, plaintes civiles, actions collectives des passagers, procès de la compagnie pour atteinte à son image. Sa réputation, sa retraite et sa famille s'effondrèrent en quelques jours. Des mois plus tard, l'affaire donna naissance à un nouveau protocole de la FAA, axé sur la reconnaissance des billets et la désescalade, rappelant que le commandement n'est pas un privilège de domination mais un devoir de service et de respect. Pendant ce temps, Richard, désormais chauffeur de navette près de l'aéroport, regardait les avions décoller sous la pluie, conscient d'avoir perdu bien plus qu'un uniforme, la confiance du public. Cette histoire rappelle que la véritable autorité repose sur l'humilité et l'humanité, et que le plus grand danger en aviation n'est pas toujours dans le ciel, mais dans l'esprit de celui qui oublie ses valeurs. Les semaines qui suivirent l'incident du vol 492 transformèrent ce qui aurait pu rester une simple affaire interne en un séisme institutionnel. Au siège de la FAA, à Washington, le dossier Sterling devint un cas d'école. Chaque réunion commençait désormais par cette phrase « N'oublions pas le vol 492 ». Les enregistrements furent disséqués, minute par minute, non seulement pour ce qu'ils révélaient de Richard Sterling, mais pour ce qu'ils exposaient d'une culture tolérée trop longtemps. Marcus est, jusque-là discret et peu médiatisé, fut convoqué devant plusieurs commissions. Il ne cherchait ni la gloire ni la reconnaissance, mais son calme, sa précision et son refus du sensationnalisme frappèrent les esprits. Lorsqu'un sénateur lui demanda pourquoi il n'avait pas révélé son identité plus tôt pour éviter l'incident, Marcus répondit simplement « Parce que le respect ne devrait jamais dépendre d'un titre ». Cette phrase fut reprise partout. Pendant ce temps, la compagnie aérienne tenta de contenir l'hémorragie. Les actionnaires paniquaient, les réservations chutaient, et les équipages vivaient sous une pression nouvelle. Chaque commandant de bord devait désormais signer une charte de comportement, suivre une formation obligatoire sur les biais cognitifs et la gestion de conflits. Certains pilotes protestèrent, criant à l'ingérence et à la perte d'autorité. D'autres, plus silencieux, comprirent qu'une ligne invisible venait d'être tracée entre le commandement légitime et l'abus de pouvoir. Timothy, le copilote du vol 492, fut auditionné à son tour.
Il raconta tout, les regards, les silences, les ordres déguisés en menaces. Sa voix tremblait lorsqu'il admit qu'il avait eu peur, non du passager, mais de son propre capitaine. Cette déclaration fit l'effet d'un choc. Pour la première fois, la FAA reconnaissait officiellement que la peur au sein du cockpit pouvait être aussi dangereuse qu'une panne moteur. Richard Sterling, lui, sombrait lentement. Chaque matin, il passait devant l'aéroport en évitant de lever les yeux. Le bruit des réacteurs, autrefois source de fierté, était devenu une torture. Ses anciens collègues ne répondaient plus à ses messages. Même ceux qui, en privé, partageaient certains de ses ressentiments n'osaient plus l'approcher. Il était devenu un symbole, et personne ne voulait être associé à sa chute. Lorsqu'il accepta finalement un emploi de chauffeur de navette, ce ne fut pas par humilité, mais par nécessité. Un jour, alors qu'il aidait une passagère âgée à monter avec difficulté, celle-ci le remercia avec un sourire sincère. Richard resta figé. Ce simple geste, si banal, réveilla en lui une vérité qu'il avait toujours refusée, il n'avait jamais appris à servir, seulement à commander. De son côté, Marcus continua son travail. Le nouveau protocole de la FAA, baptisé Directive E, fut adopté à l'échelle nationale. Il imposait des inspections humaines autant que techniques, intégrant des observateurs anonymes sur les vols, chargés d'évaluer non pas la performance, mais le comportement. Les résultats furent sans appel, les incidents diminuèrent, la communication s'améliora, et les équipages rapportèrent une atmosphère plus saine dans les cockpits. Un an plus tard, lors d'une conférence internationale sur la sécurité aérienne, Marcus conclut son discours par ces mots. Un avion ne tombe pas seulement à cause d'une erreur technique. Il tombe quand l'arrogance prend le pas sur l'écoute. Dans la salle, certains applaudissaient avec conviction, d'autres avec gêne. Mais tous comprenaient que quelque chose avait changé. Un soir de pluie, semblable à celui du vol 492, Richard reconnut Marcus à l'arrêt de la navette. Leurs regards se croisèrent brièvement. Richard baissa les yeux, mais Marcus lui adressa un simple signe de tête, sans triomphe ni mépris. Ce geste, plus que toutes les sanctions, pesa lourd sur les épaules de l'ancien capitaine. Car au final, l'histoire du vol 492 ne fut pas seulement celle d'une chute spectaculaire, mais celle d'un rappel brutal. Dans les airs comme sur terre, l'autorité n'élève que ceux qui savent rester humains. Le temps passa, mais le nom de Richard Sterling continuait de circuler dans les couloirs feutrés de l'aviation civile, non plus comme celui d'un commandant respecté, mais comme un avertissement silencieux. Dans les écoles de pilotage, on n'évoquait pas son histoire pour le humilier, mais pour rappeler une vérité inconfortable, l'erreur humaine la plus dangereuse n'est pas toujours involontaire. À la FAA, l'affaire donna lieu à une refonte discrète mais radicale des critères d'évaluation psychologique des commandants de bord. Désormais, l'aptitude au commandement ne se mesurait plus seulement en heures de vol ou en maîtrise technique, mais en capacité à gérer le doute, la contradiction et l'altérité. Les instructeurs parlaient d'un nouveau risque opérationnel, le syndrome de toute puissance du cockpit. Marcus est, devenu malgré lui une figure morale du secteur, refusa plusieurs offres de cabinets de conseil privés. Il préférait rester sur le terrain, monter à bord des avions incognito, écouter, observer. Un soir, sur un vol intérieur presque vide, une hôtesse reconnut son visage. Elle hésita, puis lui confia à voix basse. « Depuis votre histoire, certains capitaines nous parlent autrement. Pas tous, mais assez pour qu'on le sente. » Marcus ne répondit pas. Il nota simplement ces mots dans son carnet. Pendant ce temps, Richard tentait de reconstruire quelque chose qui ressemblait à une dignité. Son emploi de chauffeur de navette le confrontait chaque jour à ce qu'il avait perdu. Les passagers parlaient de destinations lointaines, de vacances, de correspondances serrées. Lui connaissait chaque code météo, chaque piste, chaque procédure, mais n'avait plus le droit de toucher un manche. La nuit, il rêvait encore du cockpit, de la checklist, de la voix synthétique annonçant rotate. Il se réveillait en sueur, le cœur serré. Un après-midi, un jeune homme monta dans la navette, portant fièrement un sac d'école de pilotage. Enthousiaste, il parla de son premier vol solo, de son admiration pour les commandants expérimentés. Richard l'écouta en silence. Puis, contre toute attente, il dit « N'oublie jamais une chose, tu ne commandes pas des machines. Tu accompagnes des êtres humains. » Le jeune homme hocha la tête sans vraiment comprendre, mais ses mots restèrent suspendus dans l'air. Sur le plan judiciaire, l'affaire prenait une ampleur nouvelle. Le ministère de la Justice élargit l'enquête à d'autres compagnies.
Des passagers, jusque-là silencieux, témoignèrent d'humiliations subies, de débarquements injustifiés, de regards condescendants jamais consignés dans les rapports. Une vérité glaçante émergea, le cas Sterling n'était pas une anomalie, mais un symptôme. Les médias, après l'indignation initiale, commencèrent à traiter le sujet avec plus de profondeur. Des documentaires furent produits, des tables rondes organisées. On y parlait de pouvoir, de responsabilité, de ce moment précis où l'uniforme peut devenir un masque. Le vol 492 devint une référence culturelle, presque mythique, dans le monde de l'aviation. Un soir, lors d'une audience publique, Marcus croisa de nouveau Richard. Cette fois, ce fut Richard qui s'approcha. Sa voix était basse, sans colère. Je pensais protéger mon avion. Marcus le regarda longuement avant de répondre. Non. Vous protégiez votre ego. Il n'y eut rien d'autre à dire. Des années plus tard, la FAA publia un rapport final. Il concluait que la sécurité aérienne ne pouvait plus être pensée sans intégrer la dimension humaine dans toute sa complexité. Le rapport se terminait par une phrase simple, presque austère. Le commandement n'est pas une domination, mais une responsabilité partagée. Richard ne lut jamais ce rapport en entier. Mais un matin, alors qu'il conduisait sa navette sous un ciel bas, il leva enfin les yeux vers un avion qui décollait. Il ne ressentit ni jalousie ni colère. Seulement une lucidité tardive. Le vol 492 avait décollé sans lui depuis longtemps.